Les Nyabingi roulent et la place s'embrase. Montego Bay vibre. Des milliers de Rastafari, drapeaux rouge, jaune, vert levés, scandent l'unité et la dignité noire. Pourquoi cette ferveur traverse l'Atlantique jusqu'à Ibrahim Traoré, visage d'une souveraineté africaine revendiquée par la diaspora? Un battement, et l'écho de Ouagadougou répond. Cette marée humaine à Montego Bay ne s'est pas levée par hasard. Elle porte la promesse d'une renaissance panafricaine. Quand les voix du reggae rejoignent les tambours de l'Afrique, une conscience s'éveille. L'enjeu est immense, transformer un cri de solidarité en une dynamique durable, capable de relier les luttes de Kingston, Lagos et Ouagadougou. Les Rastafari voient dans Ibrahim Traoré non un héros isolé, mais le signal d'un basculement possible, celui où les peuples noirs reprennent la maîtrise de leur destin collectif. Chaque drapeau brandi, chaque chanson de libération traduit ce vœu, que l'indépendance cesse d'être un souvenir et devienne une pratique quotidienne. Mais l'histoire avertit. Sans vigilance, les forces bien anciennes reviennent. C'est pourquoi cette journée n'est pas seulement un hommage, c'est un serment. Et si le courage d'un homme suffisait à rallumer la flamme d'un continent? Dès l'aube, Montego Bay s'est transformé en sanctuaire. Plus de 10 000 voix et plus de 100 tambours Nyabingi battent à l'unisson. Ce rassemblement représente la plus vaste démonstration panafricaine de la Caraïbe depuis une décennie. Les rues parfumées d'encens vibraient au rythme des percussions, tandis que des vagues de rouge, d'or et de vert ondulaient sous la brise marine. À Sam Sharp Square, lieu portant le nom d'un héros de la résistance jamaïcaine, les drapeaux d'Éthiopie se mêlaient au portrait d'Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Ce parallélisme historique frappait. Hier, Sharp affrontait l'esclavage. Aujourd'hui, Traoré défie la dépendance néocoloniale. Les orateurs citaient Marcus Garvey, rappelant son cri « Africa for the Africans ». Il liait cette devise à l'action concrète du jeune dirigeant burkinabé. Reprise du contrôle des ressources, expulsion des troupes étrangères, gratuité des soins et de l'école. Chaque phrase dessinait une continuité entre la Jamaïque des abolitionnistes et l'Afrique des souverainistes modernes. Les plus âgés parlaient d'un retour du souffle prophétique, les plus jeunes d'une cause mondiale. Et tous s'accordaient. Ibrahim Traoré incarne une rupture, une volonté de ne plus attendre la validation des puissances extérieures. Pour eux, le XXIe siècle n'appartient plus aux empires, mais aux peuples qui refusent la tutelle. Les tambours, alors, ne battaient plus seulement pour la foi, ils battaient pour une mémoire en marche. Ce jour-là, Montego Bay n'était plus une simple ville portuaire. C'était un pont invisible entre continents. Et dans ce fracas de rythme et de slogans, la diaspora retrouvait son souffle collectif. Au centre du cercle, un vieil homme s'avance. Son nom, Ras Solomon, figure respectée du mouvement rastafarien. Appuyé sur son bâton, il désigne la foule et parle d'une voix grave, presque cérémonielle. Ce que fait Ibrahim Traoré n'est pas pour un seul pays, c'est pour nous tous, enfants dispersés d'Afrique. Autour de lui, le silence se fait. Solomon incarne la mémoire vivante d'une foi qui a traversé l'esclavage et la marginalisation. Son discours agit comme un miroir. Chacun y retrouve un fragment de soi, un appel à la dignité. Derrière ces mots, une conviction éclate. L'indépendance politique n'a de sens que si elle entraîne une libération mentale. En quelques phrases, il relie Ouagadougou à Kingston, le Sahel à la Caraïbe. Les jeunes l'écoutent, téléphone levé, conscients qu'ils filment un moment d'histoire. Cette scène, relayée ensuite sur les réseaux, devient virale. Des milliers de vues, des commentaires venus du Ghana, du Canada, de Londres. Dès les premières heures, l'impact du rassemblement dépasse l'île. Ce n'est plus un simple hommage, mais un signal global, une onde qui se propage. Et tandis que les tambours reprennent, la phrase du vieil homme résonne. Quand un lion rugit, toute la jungle écoute. Cette métaphore simple résume l'enjeu. Quand Ibrahim Traoré parle, c'est toute une génération noire qui se découvre une voix. Tout a commencé tôt ce matin-là. Les premiers tambours ont retenti à 6 heures, et en moins d'une heure, la rumeur s'est répandue à travers Montego Bay. Des familles entières ont quitté leur maison. Des groupes venus de Kingston, Spanish Town et Negril se sont joints à la procession. Au départ, ce n'était qu'un cortège dispersé.
Mais en avançant, il s'est densifié, structuré, transformé. Les drapeaux rouges, or et vert formaient une marée ondulante, tandis que les slogans se répondaient d'un quartier à l'autre. Africa must rise, criaient les Samantan, les criaient les uns. Hands off Ibrahim Traoré, répondaient les autres. Cette alternance d'appels et de réponses donnait au défilé une intensité presque liturgique. Des musiciens improvisaient des rythmes nyabingi. Des chanteurs reprenaient Bob Marley et Peter Tosh. Les airs sacrés du reggae devenaient des hymnes politiques. À mesure que la foule atteignait Sam Sharp Square, le cœur battant de la ville, le mouvement prenait une tournure solennelle. Les anciens invoquaient Marcus Garvey et Haïlé Sélassié. Les jeunes citaient Sankara et Lumumba. La mémoire et l'avenir marchaient côte à côte. Sur une estrade improvisée, Ras Solomon reprit la parole. Ce n'est pas une protestation, c'est une déclaration. Un tonnerre d'applaudissements lui répondit. Dans cette clameur, Ibrahim Traoré devenait symbole, celui de l'Afrique debout, refusant le jour des puissances. Les médias locaux commencèrent à couvrir l'événement, filmant la densité humaine, la ferveur, les chants. Les images diffusées en direct sur les réseaux atteignirent Lagos, Accra, Dakar et même Paris. En quelques heures, Montego Bay s'était transformé en capitale morale d'un panafricanisme renouvelé. Et pourtant, rien n'était prémédité. Aucune organisation centralisée, aucun parti, aucun financement extérieur. Juste la conviction partagée que la liberté est un droit et non une faveur. Ce contraste, entre spontanéité populaire et résonance mondiale, révèle l'essence du moment. Un élan né du cœur, nourri par la mémoire et amplifié par la technologie. Quand le soleil atteignit son zénith, la ville entière vibrait. Les tambours battaient sans interruption, les chants redoublaient d'intensité. Un vent chaud soufflait depuis la mer, emportant les paroles et les promesses. Et au milieu de cette houle humaine, une certitude. L'histoire, une fois encore, s'écrivait à la première personne du pluriel. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 3 mois, selon les observateurs du Burkina Faso, le gouvernement d'Ibrahim Traoré a repris le contrôle de près de 60% des mines d'or auparavant gérées par des compagnies étrangères. Ce chiffre n'est pas anodin. Il marque un renversement du rapport de force économique. Chaque pourcentage gagné signifie des millions de dollars réorientés vers des programmes sociaux. La couverture de santé gratuite a déjà atteint 41% de la population rurale, selon les chiffres du ministère burkinabé de la Santé. Ce progrès s'accompagne d'une croissance de 12% des inscriptions scolaires depuis la mise en place de la gratuité de l'éducation primaire. Ces 3 données, mises bout à bout, traduisent un basculement mesurable, un passage du discours à l'action. Les Rastafaris de Jamaïque, sensibles à la cohérence entre paroles et les actes, y voient la validation de leur soutien. Dans leur discours, ces résultats deviennent des preuves spirituelles. La souveraineté, disent-ils, se mesure non seulement en drapeau levé, mais en enfants soignés et instruits. Les observateurs extérieurs, plus prudents, rappellent les défis. Insécurité persistante, isolement diplomatique, sanctions potentielles. Mais pour ceux rassemblés à Montego Bay, ces critiques relèvent d'un vieux langage, celui des puissances qui redoutent l'exemple. Car au-delà des chiffres bruts, un autre indicateur se dessine, la fierté collective. Les réseaux sociaux jamaïcains enregistrent une hausse de 300% de publications liées à l'Afrique et à la souveraineté depuis le discours de Traoré en juillet. Ce n'est pas seulement une tendance, c'est une réactivation identitaire. Chaque post, chaque partage, chaque chanson composée ce mois-là est une preuve que la diaspora se reconnecte à sa source. Les données se transforment en élan, les statistiques en drapeaux. Et tandis que les critiques occidentales parlent de populisme, les foules, elles, parlent de dignité. Du désenchantement à la détermination, ce déplacement intérieur invisible dans les graphiques économiques est peut-être la donnée la plus importante de toutes. Les critiques ne manquent pas. Certains analystes affirment qu'Ibrahim Traoré mène son pays vers l'isolement, coupant les ponts diplomatiques indispensables au commerce et à la stabilité régionale. Ils redoutent qu'en expulsant les forces étrangères, le Burkina Faso se prive d'un appui sécuritaire vital contre les groupes armés. Ces voix rappellent aussi que la rhétorique souverainiste, sans stratégie économique solide, risque d'épuiser les ressources nationales. Mais en face, les défenseurs du président répondent point par point.
D'abord, disent-ils, la dépendance n'a jamais garanti la sécurité. Malgré des années de présence militaire extérieure, les attaques ont continué. Ensuite, l'autonomie énergétique et minière n'est pas un pari idéologique, mais une nécessité économique. Enfin, le refus des ingérences extérieures ne signifie pas fermeture, mais réorientation, vers des partenariats africains plus équitables. Dans cette confrontation d'arguments, les faits reviennent au centre. Depuis la reprise du contrôle des ressources, la production aurifère locale a augmenté de 8%. Les fonds publics réaffectés à la santé et à l'éducation ont, pour la première fois, dépassé les dépenses militaires. Et ces résultats, modestes mais tangibles, nourrissent la conviction que la voie choisie est viable. Les Rastafari, eux, observent ce débat avec un prisme spirituel. L'indépendance, affirme-t-il, doit se défendre comme une foi. Il rappelle que chaque libération a d'abord été qualifiée d'imprudente avant d'être célébrée. Ainsi, dans le tumulte des critiques, Ibrahim Traoré devient un miroir des contradictions mondiales, entre prudence et courage, entre réalisme et idéal. Et au fond, la question demeure, que vaut la sécurité sans dignité ? Un silence tombe soudain sur la foule. Une jeune femme rastafarienne prononce alors « L'Afrique n'a plus peur ». Cette phrase marque le point médian du rassemblement. En un instant, la tension change de nature. Jusqu'ici, la ferveur relevait du symbole. Désormais, elle devient stratégie. Les orateurs qui suivent détaillent des plans, campagne de sensibilisation dans les écoles jamaïcaines, création d'un fonds de solidarité pour soutenir les initiatives économiques africaines, jumelage culturel entre Kingston et Ouagadougou. Les visages des jeunes s'illuminent, les aînés hochent la tête, conscients d'assister à un basculement. Ce moment, capté par les caméras, fera le tour des réseaux en quelques heures. La phrase deviendra hashtag, le hashtag deviendra mot d'ordre. À ce stade, Ibrahim Traoré n'est plus seulement un président, il est un catalyseur, un lien vivant entre continents. Et Montego Bay, à travers ce cri d'assurance, confirme une vérité simple. La peur change toujours de camp quand la mémoire s'unit à la fois. Les répercussions de Montego Bay se font sentir bien au-delà des Caraïbes. 4 sphères principales illustrent cette onde de choc. Au niveau national en Jamaïque, les débats politiques s'animent autour de la notion de souveraineté économique. Des intellectuels rappellent que la dépendance à l'importation maintient la Jamaïque dans un cycle d'endettement. Les journaux publient des éditoriaux interrogeant « Si le Burkina Faso peut le faire, pourquoi pas nous ?» Dans les universités, des cours sur Ibrahim Traoré deviennent de véritables séminaires sur l'autonomie et la dignité. Au niveau diasporique dans les communautés noires du monde, à Toronto, Londres, New York, des groupes organisent des veillées symboliques. Les chants du Montego Bay Rally se répètent, traduits en plusieurs langues. Une communauté numérique se forme, plus de 120 000 abonnés sur les canaux dédiés au Hands Off Africa Movement. Le mot-clé Mad Traoré Rising atteint plus de 2 millions de vues en une semaine. Ce n'est plus un phénomène local, mais une conversation mondiale. Au niveau africain, à Ouagadougou, la presse salue la solidarité spirituelle venue des Caraïbes. Les radios publiques diffusent des extraits du discours de Ras Solomon, provoquant un regain de fierté nationale. Des militants au Ghana, au Nigeria et au Sénégal s'inspirent de ce modèle de soutien transatlantique. Pour eux, la diaspora n'est plus spectatrice, mais actrice d'une nouvelle union africaine. Au niveau géopolitique, les chancelleries occidentales observent le phénomène avec méfiance. Certains diplomates parlent d'un populisme symbolique difficile à contrer. Mais dans les couloirs des organisations internationales, l'idée fait son chemin. La souveraineté africaine, jadis perçue comme marginale, devient un sujet central. Des économistes évoquent déjà la possibilité d'un bloc afro-caribéen d'ici 5 ans, fondé sur la coopération énergétique et culturelle. Ibrahim Traoré, mentionné dans chaque communiqué, devient un repère, ni mythe ni modèle parfait, mais catalyseur d'un réveil. Et derrière son nom, un courant s'installe, celui d'une jeunesse noire décidée à penser par elle-même, à relier l'histoire à l'action. Dans les écoles de Jamaïque, comme dans les rues de Ouagadougou, les visages se lèvent avec une même conviction. La liberté n'est plus un slogan, c'est une pratique. Les mois à venir dessineront les contours de cette dynamique inédite. 3 scénarios se dégagent selon les analystes et les militants panafricains. Dans le scénario de base,
Le mouvement reste spirituel et symbolique. Les rassemblements se multiplient dans les îles voisines, Trinidad, Haïti, Barbade, mais peinent à déboucher sur des structures concrètes. Montego Bay restera alors comme un moment fort, une étincelle morale qui aura réchauffé les consciences sans transformer l'ordre politique. L'impact culturel, lui, demeurera durable. Retour de Garvey dans les programmes scolaires, essor d'un reggae engagé, redéfinition du lien Afrique-Caraïbes. Dans le scénario optimiste, les réseaux créés autour du Hands Off Africa Movement s'organisent. Une coordination régionale voit le jour, articulant formation économique, échanges éducatifs et campagnes diplomatiques communes. La Jamaïque propose une conférence panafricaine en partenariat avec le Burkina Faso. Les artistes, influenceurs et universitaires participent, donnant au mouvement une portée institutionnelle. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré consolide ses alliances, faisant du panafricanisme non un rêve, mais un projet politique viable. Dans le scénario pessimiste, les pressions extérieures s'intensifient. Campagne médiatique, sanctions, déstabilisation économique. Le schéma classique. Si la peur reprend le dessus, les gouvernements locaux prendront leur distance, craignant les représailles diplomatiques. Les militants pourraient alors se replier sur la culture et la spiritualité, réduisant la portée politique du sursaut. Quel que soit le dénouement, une certitude demeure. La parole a quitté les chancelleries pour retourner à la rue. Et si l'histoire se répète, elle pourrait, cette fois, changer d'issue. Comme le dit un proverbe africain souvent cité par Ibrahim Traoré, « Quand les racines tiennent, la tempête ne déracine rien ». Sous les arbres de Sam Sharp Square, la ferveur s'est transformée en introspection. Les visages jeunes regardaient les aînés non plus comme des figures du passé, mais comme des témoins d'un futur à reconstruire ensemble. Un adolescent de Trenchtown, mégaphone à la main, cria « Si nous restons silencieux, nous sommes complices ». Ces mots furent repris par la foule comme une prière. Cette scène, captée en direct, toucha des milliers de spectateurs en ligne. Les commentaires défilaient « C'est notre combat aussi », car le message de Montego Bay dépasse la politique. Il parle d'identité, de mémoire et de responsabilité. Les artistes jamaïcains promettent de consacrer de nouvelles chansons à l'Afrique. Des enseignants évoquent déjà des ateliers sur Marcus Garvey et Ibrahim Traoré. Dans les foyers, des discussions s'ouvrent. Que signifie être noir aujourd'hui entre héritage et avenir ? Pour certains, le réveil est spirituel, pour d'autres, économique. Mais pour tous, il s'agit de se réapproprier un pouvoir narratif longtemps confisqué. Et si cette prise de conscience n'était que le début d'un cycle plus grand, celui où la diaspora cesse d'attendre et commence à agir. Les tambours reprennent doucement, comme un battement de cœur collectif. La révolution peut-être commence là, dans l'écoute, le regard, la reconnaissance mutuelle. Pour que Montego Bay ne reste pas un simple symbole, les organisateurs tracent une feuille de route claire. La première étape concerne l'éducation. Créer dans chaque paroisse des clubs d'histoire afro-caribéenne afin que la jeunesse comprenne les liens entre Marcus Garvey, Thomas Sankara et Ibrahim Traoré. La deuxième étape concerne l'économie. Mettre en place un fonds communautaire destiné à soutenir les coopératives agricoles et artisanales travaillant avec des partenaires africains. La troisième étape concerne la culture. Favoriser les échanges artistiques entre le Burkina Faso et la Jamaïque, expositions, concerts, festivals, pour que la solidarité se vive aussi par la création. La quatrième étape concerne la diplomatie citoyenne. Les associations de la diaspora prévoient des pétitions auprès des gouvernements caribéens pour encourager une politique extérieure tournée vers l'Afrique. La cinquième étape concerne la veille numérique. Un réseau de jeunes volontaires suit les campagnes de désinformation visant les dirigeants africains indépendants et diffuse des contenus factuels. Chaque action possède un calendrier, un acteur, un indicateur. Cette précision organisationnelle distingue ce mouvement des élans passés. Il ne s'agit plus seulement de chanter la liberté, mais de la planifier. Et au centre de ce dispositif, le nom d'Ibrahim Traoré revient comme un repère moral, agir même sous pression. Car comme l'a résumé un militant, l'indépendance n'est pas un souvenir, c'est une tâche quotidienne. Le soleil décline sur Montego Bay. Les tambours ralentissent comme pour saluer la fin d'un cycle.
Dans le cercle central, Ras-Solomon reprend la parole. Son visage, éclairé par la lumière dorée du soir, semble suspendu entre passé et avenir. Il évoque les héros tombés, Lumumba, Sankara, Gaddafi. Puis il prononce, d'une voix calme, « Si l'un tombe, un autre se lèvera ». Cette phrase, reprise par la foule, devient refrain. Des jeunes ferment les yeux, des femmes lèvent les poings, des enfants dansent au rythme du dernier battement. Le symbole est complet. Ce que Marcus Garvey avait rêvé, Ibrahim Traoré l'incarne et la diaspora le protège. Le motif du départ, le lien entre Jamaïque et Afrique, revient comme une boucle achevée. La mer renvoie l'écho des champs vers l'horizon, et chacun comprend que ce soir-là, Montego Bay n'a pas simplement rendu hommage. Elle a rallumé une mémoire, réveillé un espoir. Le feu du panafricanisme brûle de nouveau, plus calme mais plus sûr, car comme le disait Garvey, un peuple qui se souvient est un peuple invincible. La nuit tombe, mais le mouvement ne s'éteint pas. Sur les réseaux, les vidéos du rassemblement circulent déjà, accompagnées du mot-clé « Pan Africa Must Rise ». Des visages de toutes origines réapparaissent à l'écran, reliés par un même sentiment, la fierté d'appartenir à une histoire commune. Les organisateurs appellent chacun, où qu'il soit, à prolonger l'élan, par un geste, une chanson, un mot. Pas de grands discours, pas d'injonction. Juste une invitation, faire vivre l'unité au quotidien. Ibrahim Traoré, mentionné une dernière fois, symbolise cette continuité, un fil tendu entre générations, entre continents, entre rêves. Et la question finale résonne, simple et ouverte. Que sommes-nous prêtes à faire, nous aussi, pour que cette voix, née entre tambour et vague, continue de se faire entendre? Ainsi s'achève Montego Bay, non comme un souvenir figé, mais comme un départ. Le message est clair, la flamme est allumée, à chacun désormais de l'entretenir.